Au printemps 2001, la Californie vivait une transition technologique discrète, que la plupart des gens remarquèrent à peine. Internet n'était plus seulement un outil de travail ou un luxe réservé aux salles informatiques des universités. Il s'immisçait lentement dans les chambres, les cuisines et les appartements en colocation. Pour beaucoup, Craigslist était encore une nouveauté, plus un tableau d'affichage numérique que la place de marché qu'il allait devenir. On l'utilisait pour trouver des meubles d'occasion, des sous-locations, des petits boulots. L'ambiance y était locale, humaine et, plus important encore, elle semblait sûre. Nikki Bacolas y croyait aussi. À 27 ans, elle menait une vie modeste, rythmée par la routine et les responsabilités. Ses amis la décrivaient comme une femme prudente, loin d'être naïve. Elle ne se montrait pas imprudente avec les inconnus et n'était pas du genre à prendre des risques inutiles. Elle payait ses factures à temps, entretenait un cercle d'amis restreint et répétait souvent que, plus que tout, elle aspirait à la stabilité. Elle ne courait pas après les rêves de richesse soudaine ou d'aventure. Elle voulait simplement que les choses restent stables. Mais au début de 2001, la stabilité était devenue difficile à maintenir. Depuis des mois, Nikki subissait une pression financière. Rien de dramatique, rien qui aurait pu alarmer un observateur extérieur. Juste le poids lent d'un loyer en retard, de factures qui augmentaient et d'un emploi qui ne payait jamais assez pour s'en sortir. Elle avait pris des heures supplémentaires quand elle le pouvait, emprunté de petites sommes à des amis de confiance et réduit ses dépenses au maximum. Pourtant, cela ne semblait jamais suffisant. Chaque fin de mois se ressemblait. Elle calculait ce qui pouvait attendre et ce qui était absolument urgent. C'est alors qu'elle commença à consulter Craigslist plus assidûment. Au début, c'était sans but précis. Tard le soir, elle parcourait les annonces à la recherche de travail temporaire, du babysitting, du ménage, de l'aide au déménagement, des missions d'une journée qui promettaient de l'argent rapide, sans engagement à long terme. La plupart des annonces étaient vagues ou peu attrayantes, offrant une maigre rémunération pour un effort considérable. Certaines lui semblaient étranges. Nikki les ignorait immédiatement. Elle faisait confiance à son instinct. Puis elle vit l'annonce. Elle était courte, directe. Aide ménagère recherchée, résidence privée, paiement en espèces le jour même. Aucune obligation à long terme, aucune mention de quoi que ce soit d'inhabituel. Le ton était poli, presque professionnel. On ne demandait pas de détails personnels, si ce n'est un numéro de téléphone. Pas de photos, pas de langage étrange. Rien qui ne puisse déclencher une alerte évidente. Pour Nikki, cela ressemblait exactement à ce dont elle avait besoin. Quelques heures de travail, assez d'argent pour couvrir ses dépenses immédiates. Quelque chose de simple qui ne compliquerait pas davantage sa vie. Elle ne répondit pas tout de suite. Ce n'était pas son genre. Elle relut l'annonce le lendemain matin, puis de nouveau dans l'après-midi. Elle y réfléchit attentivement. Ses amis diraient plus tard que Nikki avait l'habitude de verbaliser ce genre de décision, pesant le pour et le contre, se demandant ce qui pourrait mal tourner. Cette fois, elle décida que le risque semblait gérable. Elle répondit. La réponse arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. La personne à l'autre bout la remercia d'avoir répondu et confirma les détails du poste. La maison était située dans un quartier résidentiel calme. Le travail prendrait quelques heures. Le paiement se ferait en espèces immédiatement après. On lui demanda si elle était disponible ce soir-là. Nikki hésita de nouveau. Les emplois du soir lui avaient toujours semblé différents de ceux de jour,
mais elle analysa la situation comme elle le faisait toujours. Il faisait encore jour. Le quartier était décrit comme résidentiel. Elle préviendrait quelqu'un de l'endroit où elle se rendait. Elle ne disparaissait pas dans l'inconnu. Elle allait nettoyer une maison. Elle accepta. Avant de partir, Nikki fit ce qu'elle faisait habituellement avant de rencontrer un inconnu. Elle dit à une amie où elle allait. Elle partagea l'emplacement général et promit de donner des nouvelles après. Son ton n'était pas anxieux. Il était désinvolte, routinier, comme si l'idée que quelque chose puisse mal tourner était absurde. Elle avait déjà fait des travaux similaires sans aucun problème. Elle rassembla ses affaires, s'habilla simplement et sortit de son appartement. Des voisins se souviendraient plus tard l'avoir vue ce soir-là. Rien dans son comportement ne se démarquait. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle n'avait pas l'air pressée. Au contraire, elle semblait soulagée, comme quelqu'un qui pense avoir résolu un problème, petit mais important. Alors qu'elle se dirigeait vers l'adresse de l'annonce, Nikki envoya un court message depuis son téléphone. Juste quelques mots pour dire à son amie qu'elle était en route et qu'elle la recontacterait bientôt. Ce n'était pas un message dramatique. Ce n'était pas un adieu. C'était le genre de message que les gens envoient tous les jours sans y penser à deux fois. Ce message allait devenir la dernière communication confirmée que quiconque recevrait jamais d'elle. Les heures passèrent. Au début, personne ne s'inquiéta. Les missions duraient parfois plus longtemps que prévu. Les téléphones se déchargeaient. Les gens étaient occupés. Son ami supposa que Nikki appellerait plus tard dans la nuit ou le lendemain matin. Mais quand le matin arriva sans aucun message, un léger malaise commença à s'installer. Ce n'était pas encore la panique. Juste une question silencieuse qui n'avait pas de réponse. À la mi-journée, le malaise s'était alourdi. Les appels tombaient sur la messagerie vocale. Les textos restaient sans réponse. Nikki n'était pas rentrée chez elle. Sa voiture n'était pas là où elle aurait dû être. Les explications simples commencèrent à s'effondrer. Ses amis se contactèrent, comparant leurs informations, reconstituant ce qu'ils savaient. Tous avaient le même élément. Un travail sur Craigslist, une maison, une adresse, puis plus rien. Quand l'inquiétude se mua en peur, ils contactèrent de la police. Ils expliquèrent la situation avec soin, essayant de ne pas paraître alarmistes, mais incapables de cacher leur angoisse. Nikki n'avait aucun antécédent de fugue, aucune habitude de disparaître sans prévenir. Ça ne lui ressemblait pas. La réponse fut mesurée, presque routinière. Une femme adulte. Aucun signe d'effraction à son domicile. Aucune preuve immédiate d'acte criminel. Les agents notèrent les détails, prirent des dépositions et conseillèrent la patience. Les adultes avaient le droit de faire des choix, dirent-ils. Parfois, les gens partaient volontairement. Parfois, ils avaient besoin d'espace. Ses amis insistèrent doucement d'abord, puis plus fermement. Ils affirmèrent que c'était différent. Ils décrivirent les habitudes de Nikki, son sens des responsabilités, ses projets pour les jours à venir. La police écouta, mais la procédure avançait lentement. Il n'y avait pas de scène de crime évidente, pas de sang, pas de témoins, juste une femme qui n'était pas rentrée chez elle. Alors que la nuit tombait à nouveau, Nikki restait portée disparue. L'adresse de l'annonce Craigslist fut vérifiée. Le propriétaire déclara aux agents que personne correspondant à la description de Nikki ne s'était présenté. Il était calme, coopératif.
Il dit qu'il avait bien publié une annonce, mais qu'il avait confié le travail à quelqu'un d'autre lorsque Nikki n'était pas arrivé. Il n'y avait aucune raison immédiate de douter de lui. Sans preuve, la police ne pouvait pas faire grand-chose. Les heures se transformèrent en jours. Chaque moment qui passait renforçait la peur que ce qui était arrivé à Nikki s'était produit rapidement, silencieusement, sans que personne ne s'en aperçoive. Les mêmes outils qui rendaient Craigslist pratique le rendaient également difficile à tracer. Les archives étaient limitées, les données téléphoniques étaient rares par rapport aux standards modernes. Les empreintes numériques étaient faibles et se perdaient facilement. À la fin de la première semaine, l'espoir et l'effroi coexistaient. Ses amis s'accrochaient à l'idée que Nikki réapparaîtrait dans leur vie avec une explication. Mais sous cet espoir se cachait la conscience grandissante que quelque chose de terrible était arrivé. Elle avait répondu à une simple annonce. Elle avait pris un petit risque qu'elle pensait maîtriser. Et quelque part entre le moment où elle avait quitté son appartement et celui où elle s'attendait à être payée quelques heures plus tard, Nikki Bacolas s'était complètement volatilisée. Ce que personne ne réalisait encore, c'est que cette disparition ne se résoudrait pas rapidement. Elle ne livrerait pas de réponse en quelques jours ou semaines. Elle s'étirerait sur des années, laissant derrière elle le silence, des questions sans réponse et une vérité qui resterait enfouie bien après que son nom se soit effacé des gros titres. Et l'endroit où Nikki s'était rendue ce soir-là, ce détail qui semblait si ordinaire à l'époque, allait lentement devenir le centre d'un mystère que personne n'était préparé à affronter. 3 jours après que Nikki Bacolas ne soit pas rentrée chez elle, l'inquiétude discrète qui entourait ses amis se durcit en quelque chose de plus lourd. Ce n'était plus seulement de l'angoisse, c'était la prise de conscience que le temps passait et qu'avec chaque heure, la chance de comprendre ce qui s'était passé s'amenuisait. Le signalement de personnes disparues fut officiellement déposé ce matin-là. Sur le papier, le cas semblait simple. Nikki Bacolas, 27 ans, vue pour la dernière fois quittant son appartement pour rencontrer quelqu'un pour un travail de ménage de courte durée trouvé en ligne. Aucun antécédent de disparition, aucun problème de santé mentale connu, aucun conflit récent qui suggérerait un départ volontaire. Mais dans le système, elle fut classée comme une adulte disparue sans signe évident de danger. Cette classification importait plus que quiconque ne le réalisait à l'époque. Lorsque les policiers entrèrent pour la première fois dans l'appartement de Nikki, ils furent méthodiques, mais sans urgence. La porte ne montrait aucun signe d'effraction. Ses affaires étaient toujours là. Les vêtements pendaient soigneusement dans le placard. Les chaussures étaient alignées le long du mur. Son portefeuille n'avait pas disparu. Rien ne semblait avoir été dérangé. L'endroit semblait habité, mis en pause, comme si elle était simplement sortie pour quelques heures et prévoyait de revenir. Pour les forces de l'ordre, cette absence de chaos suggérait quelque chose de simple. Les adultes partent parfois. Les adultes changent d'avis. Les adultes disparaissent par choix. Sans preuve suggérant la violence ou la contrainte, rien ne justifiait immédiatement de traiter l'affaire comme une urgence. Ses amis observaient le processus avec une frustration grandissante. Ils soulignaient les détails qui leur semblaient anormaux. La routine de Nikki, sa fiabilité, le fait qu'elle ait dit à quelqu'un où elle allait et qu'elle prévoyait de donner des nouvelles, le fait qu'elle ait laissé du travail inachevé, des factures impayées, des projets en suspens. Rien de tout cela ne correspondait à une disparition volontaire. Mais ces détails étaient émotionnels,
pas médico-légaux. Ils ne faisaient pas avancer les enquêtes comme le faisait le sang ou les témoins. Les agents documentèrent tout. Ils posèrent des questions. Ils prirent des notes. Mais le rythme était lent, prudent, procédurier. L'adresse de l'annonce Craigslist devint le point central des premières investigations. Lorsque la police contacta le propriétaire, il répondit sans hésitation. Il reconnut avoir publié l'annonce. Il confirma avoir échangé avec une femme qui se disait intéressée. Il déclara calmement qu'elle n'était jamais arrivée. Il dit qu'il avait supposé qu'elle avait changé d'avis. Rien n'était ouvertement suspect chez lui. Pas de casier judiciaire, pas de comportement nerveux. Il ne refusa pas de coopérer. En 2001, cela comptait. Sans raison de douter de lui, les agents n'avaient aucune autorité légale pour perquisitionner son domicile ou le retenir plus longtemps. L'interaction se termina poliment. Au sein du service, le cas de Nikki fut enregistré et placé parmi des dizaines d'autres. Des adultes disparus, des cas non résolus, mais pas urgents. Les inspecteurs s'en occupaient en parallèle de leur charge de travail existante. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était une question de priorité. La technologie n'aidait pas. Craigslist, à cette époque, conservait des archives limitées. Les annonces étaient rapidement supprimées. Les données des utilisateurs étaient minimales. Il n'y avait pas de profil vérifié, pas d'historique long à examiner. Les échanges de courriels entre Nikki et l'auteur de l'annonce étaient brefs et largement génériques. La traçabilité des adresses IP était rudimentaire. Ce qui aujourd'hui pourrait prendre des heures, prenait alors des semaines et ne menait souvent nulle part. Les données du téléphone portable étaient tout aussi frustrantes. Les relevés de Nikki montraient sa dernière activité au moment où elle se rendait au travail. Après ça, le silence. Pas d'appel, pas de message. Les localisations par antenne relais étaient larges et imprécises, n'offrant qu'une idée approximative de sa position avant que le signal ne s'arrête. Il n'y avait aucune trace GPS à suivre, aucune donnée d'application, aucun historique de localisation pour reconstituer ses derniers mouvements. Chaque tentative d'aller plus loin se heurtait au même mur. Pas assez de preuves, pas assez d'urgence, pas assez de technologie. Les jours passèrent, puis les semaines. Des avis de recherche furent imprimés et distribués par les amis et la famille. Ils les collèrent sur les poteaux téléphoniques, les panneaux d'affichage des supermarchés, les murs des laveries. Le visage de Nikki les fixait depuis des photocopies en noir et blanc, figées dans un moment qui semblait désormais incroyablement lointain. Les gens regardaient, certains appelaient avec des pistes, la plupart ne menaient nulle part. La police suivait ce qu'elle pouvait. Des signalements qui se révélaient être des erreurs, des pistes qui s'effondraient après vérification. Une femme qui ressemblait à Nikki à un arrêt de bus, un nom qui correspondait au sien dans un autre comté. Chaque fois, l'espoir s'embrasait brièvement avant d'être éteint par les faits. Dans l'appartement de Nikki, le temps s'était arrêté. Son lit était resté défait depuis la nuit où elle n'était jamais revenue. La poussière commençait à se déposer sur les surfaces qui autrefois contenaient la vie quotidienne. Le réfrigérateur fut vidé, les plantes arrosées par quelqu'un d'autre. Lentement, l'espace se transforma d'un foyer en un rappel silencieux de l'absence. Chaque objet devint une preuve de qui elle avait été et de l'endroit où elle aurait dû être. Alors que les semaines se transformaient en mois, le ton de l'enquête changea.
Le dossier de Nikki était toujours actif, mais il n'était plus en haut de la pile sur le bureau de qui que ce soit. Les inspecteurs changeaient, les notes étaient examinées moins fréquemment. L'affaire glissa dans la catégorie que les forces de l'ordre nomment rarement à voix haute, mais que tout le monde comprend. Froide, bien que pas officiellement classée. Pour les proches de Nikki, le silence était insupportable. Ils se repassaient les mêmes questions sans fin. Pourquoi cette annonce? Pourquoi cette maison? Pourquoi personne ne surveillait-il plus attentivement? Pourquoi la police n'avait-elle pas perquisitionné plus tôt? Chaque question sans réponse se retournait vers l'intérieur, nourrissant la culpabilité et la colère à parts égales. Il n'y avait personne à blâmer, et cela rendait les choses pires encore. L'idée que Nikki puisse encore être en vie persistait, mais elle s'amenuisait avec le temps. Les jours sans contact devinrent des semaines, les semaines des mois. Les anniversaires passèrent, les fêtes de fin d'année arrivèrent et repartirent. Chacune semblait incomplète. La police maintenait le contact, mais les nouvelles étaient rares. Il n'y avait rien de nouveau à partager, aucune percée, aucune découverte. Juste les mêmes faits examinés encore et encore, produisant la même conclusion. Sans preuve, l'enquête ne pouvait pas avancer. Ce que personne ne pouvait encore dire, c'est que les premières décisions prises au cours de ces premières semaines allaient façonner tout ce qui suivrait. La présomption d'un faible risque, les recherches limitées, les occasions manquées d'approfondir l'enquête pendant que les souvenirs étaient frais et les détails clairs. Nikki Bacolas n'avait pas disparu en public. Il n'y avait pas eu de scène dramatique, pas de témoins criant à l'aide, pas de crime pris sur le fait. Elle avait disparu discrètement, se glissant dans l'espace entre les procédures et les priorités, dans une catégorie qui offrait peu d'urgence et encore moins de clarté. Et quelque part, à l'insu de tous ceux qui la cherchaient, la vérité sur ce qui s'était passé cette nuit-là restait proche, cachée, en attente. Alors que l'affaire ralentissait et que l'attention s'estompait, la dernière chose que quiconque comprenait était à quel point ce silence était sur le point de devenir permanent et combien d'années passeraient avant que quelqu'un ne réalise où les réponses se trouvaient depuis le début. Au moment où les enquêteurs concentrèrent leur attention sur l'annonce Craigslist, des semaines s'étaient déjà écoulées. L'urgence initiale s'était transformée en procédure, mais un détail continuait de ramener les inspecteurs au même point de départ. Nikki Bacolas n'avait pas disparu au hasard. Elle se dirigeait vers une adresse spécifique pour rencontrer une personne spécifique à une heure précise. Si des réponses existaient, elle devait commencer là. Le nom associé à l'annonce appartenait à un homme qui vivait seul dans un quartier résidentiel tranquille. Il était propriétaire de sa maison, payait ses impôts, restait discret. Aucun rapport de police n'était associé à son adresse, aucune plainte pour violence domestique, aucune enquête antérieure. Sur le papier, il était quelconque et dans de nombreux cas, les personnes quelconques étaient précisément celles qui se fondaient dans le décor des enquêtes sans résistance. Lorsque les inspecteurs le contactèrent pour la première fois, il n'hésita pas à leur parler. Il confirma avoir publié l'annonce. Il reconnut avoir échangé quelques messages avec une femme qui se disait intéressée. Il déclara qu'elle avait accepté de passer, puis ne s'était jamais présentée. Son explication était calme, livrée sans agitation visible. Il ne semblait pas sur la défensive. Il ne refusa pas de répondre aux questions. Il ne demanda pas d'avocat. Il répondit à ce qu'on lui demandait
et n'offrit guère plus. Pour des agents expérimentés, son comportement ne parut pas immédiatement suspect. Certaines personnes devenaient nerveuses lorsqu'elles étaient interrogées par la police. D'autres non. L'absence d'anxiété n'était pas une preuve d'innocence ou de culpabilité. C'était simplement une autre observation. Il affirma clairement que Nikki Bacolas n'était jamais arrivé chez lui. Les inspecteurs insistèrent, doucement au début. Ils posèrent des questions sur le timing. Il donna des heures approximatives. Ils demandèrent s'il avait attendu. Il répondit que oui. Ils demandèrent s'il avait essayé de la recontacter. Il dit qu'il avait supposé qu'elle avait changé d'avis. Tout ce qu'il disait était plausible. Trop plausible, pensèrent certains. Mais la plausibilité n'était pas une preuve. Pourtant, de petites incohérences commencèrent à apparaître. Il avait du mal à se souvenir des heures exactes. Son souvenir des messages était vague, bien que l'interaction ait été récente. Il ne se souvenait pas s'il avait contacté quelqu'un d'autre pour le travail ce soir-là. Rien de tout cela n'était ouvertement alarmant. La mémoire fait défaut aux gens sous une pression bien moindre. Mais les inspecteurs notèrent les détails malgré tout, les écrivant, les soulignant, se disant qu'ils y reviendraient plus tard. Ils demandèrent s'ils pouvaient jeter un œil aux alentours. Il refusa poliment. Ce n'était pas un refus qui déclencha l'alarme. C'était son droit. Sans motif raisonnable, les agents ne pouvaient pas insister. Il n'y avait aucun signe d'effraction à l'appartement de Nikki, aucun témoin la plaçant à l'intérieur de sa maison, aucune preuve matérielle la reliant à la propriété. La loi était claire. Un mandat exigeait plus qu'un simple soupçon. Et ainsi, la conversation prit fin. Les enquêteurs retournèrent au poste avec ce qu'ils avaient. Un propriétaire coopératif, une femme disparue, et un fossé entre les deux qui ne pouvait être franchi légalement. Dans les jours qui suivirent, les inspecteurs réexaminèrent tout ce qu'ils pouvaient sur l'homme derrière l'annonce. Ils vérifièrent ses antécédents. Ils parlèrent aux voisins. Ils cherchèrent des schémas. Rien ne remonta à la surface. Les voisins le décrivaient comme calme, poli, quelqu'un de réservé. Personne ne se souvenait avoir vu une femme correspondant à la description de Nikki cette nuit-là. Personne ne se souvenait de rien d'inhabituel. Cette absence de corroboration jouait en sa faveur. Sans témoin, les chronologies devenaient floues. Sans preuve matérielle, les soupçons restaient théoriques. Les inspecteurs étaient formés pour suivre les faits, pas leur instinct. Et les fesses étaient minces. Les relevés téléphoniques de Nikki ne la plaçaient pas à l'intérieur de la maison. Le dernier signal la situait dans la zone générale, pas assez précis pour prouver son arrivée. Il n'y avait pas de caméra de sécurité à consulter, pas d'image de surveillance du trafic. En 2001, l'infrastructure numérique n'était tout simplement pas là. Alors que l'enquête piétinait, l'attention se déplaça ailleurs. D'autres affaires exigeaient une réponse immédiate. Des crimes avec des victimes visibles, des scènes qui pouvaient être analysées, des preuves qui pouvaient être collectées. La disparition de Nikki resta en arrière-plan, non résolue mais sans escalade. Le propriétaire continua sa vie sans interruption. Il allait au travail. Il payait ses factures. Il restait dans la même maison. Si l'enquête pesait sur lui, cela ne se voyait pas publiquement. Il n'y eut aucun changement visible, aucun déménagement soudain, aucun comportement qui força la police à y regarder à deux fois. À bien des égards, sa normalité le protégeait de tout examen plus approfondi. Au sein du service, les opinions divergèrent discrètement. Certains agents se sentaient mal à l'aise.
Ils rejouaient l'interrogatoire dans leur tête, les détails manquants, sa façon de parler, le fait que la dernière destination connue de Nikki coïncidait avec son adresse. D'autres rejetaient ses préoccupations comme un biais rétrospectif. De nombreuses affaires de personnes disparues impliquaient des derniers contacts qui n'étaient pas responsables. Se concentrer trop lourdement sur un seul individu sans preuve risquait de mener à une vision tunnel. La procédure prévalut. Le dossier de Nikki fut examiné périodiquement. Des notes furent ajoutées. Des pistes furent refermées. Le nom de l'homme resta dans le dossier, encerclé mais intouché. Sans mandat, sa maison restait inaccessible. Sans nouvelles informations, il n'y avait rien de plus à faire. Le temps passa différemment pour toutes les personnes impliquées. Pour les inspecteurs, il passa à l'appel suivant, à l'affaire suivante, au service suivant. Pour la famille de Nikki, il ralentit jusqu'à s'arrêter. Chaque jour semblait étiré par l'incertitude. Il posait des questions sur l'homme à plusieurs reprises. Il voulait savoir pourquoi sa maison n'avait pas été perquisitionnée, pourquoi la police n'avait pas insisté davantage. Les réponses étaient toujours les mêmes. Il n'y avait pas assez d'éléments. Cette phrase devint un mur. Pas assez de preuves, pas de motifs suffisants, pas de quoi agir. L'insistance du propriétaire sur le fait que Nikki n'était jamais arrivé se cristallisa en un point fixe dans le récit de l'affaire. Elle fut écrite dans les rapports, répétée dans les résumés, citée lors des examens. Avec le temps, elle gagna du poids simplement en n'étant pas contestée. Plus longtemps elle restait incontestée, plus elle façonnait la manière dont on se souvenait de l'affaire. Des années plus tard, certains enquêteurs admettraient que c'est là que l'affaire a vraiment ralenti, au-delà de toute reprise, non pas à cause d'une erreur, mais parce que le système fonctionnait exactement comme il était conçu. Les droits étaient protégés, les normes respectées, les perquisitions refusées en l'absence de preuves. À cet instant, nul ne pouvait dire si Nikki avait un jour franchi le seuil de cette maison. La seule vérité demeurait scellée derrière des portes closes et des barrières légales. Au fil des mois, puis des années, l'homme derrière l'annonce Craigslist est passé au second plan de l'enquête. Son nom figurait toujours dans le dossier, mais il ne dominait plus les discussions. De nouveaux inspecteurs héritèrent de l'affaire, avec moins de questions que leurs prédécesseurs. La tension des débuts s'était dissoute dans des archives de paperasse. L'affaire Nikki Bacolas n'était plus d'actualité. C'était devenu une affaire classée. Et tandis que le monde autour de cette maison tranquille continuait sa course, que les saisons passaient et que les voisins allaient et venaient, une autre chose restait constante. Le fait que personne n'avait jamais regardé sous la surface. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'à l'époque, la loi ne le permettait pas. La question sans réponse persistait, tacite mais tenace. Si Nikki était bel et bien arrivée, si la vérité se trouvait entre ses murs, alors elle n'allait nulle part. Elle attendrait, et elle attendrait très longtemps. Chaque affaire sur cette chaîne n'est pas qu'une simple histoire. Ce sont des semaines à fouiller les archives, à vérifier les faits et à reconstituer les vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de recherche et de longues nuits à pourchasser la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelque part, quelqu'un mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à dévoiler la vérité derrière ces mystères, prenez une seconde pour aimer la vidéo, vous abonner et nous dire en commentaire
Quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché? Votre soutien nous permet de continuer. Et si vous voulez voir d'autres affaires classées qui ont été résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Lorsque le calendrier afficha 2002, en dehors de son cercle proche, plus personne ne parlait de Nikki Bacolas au présent. Son dossier avait été retiré des affaires actives pour être stocké, un changement à la fois physique et symbolique qui marquait la fin de l'urgence. Il ne restait plus qu'une mince chemise, consultée périodiquement, rarement mise à jour, et lentement ensevelie sous de nouvelles enquêtes qui requéraient toute l'attention. Pour la famille de Nikki, le temps ne s'écoulait pas de la même manière. Chaque jour, ils se réveillaient avec les mêmes questions sans réponse. Ils marquaient des anniversaires qui n'étaient pas célébrés. Les jours de fête arrivaient avec leurs chaises vides et leurs sourires forcés. Leurs amis cessèrent de leur demander comment ils allaient, non par cruauté, mais parce qu'il n'y avait aucune nouvelle réponse à offrir. Avec le temps, le monde s'est adapté à l'absence de Nikki d'une manière que sa famille n'a jamais pu faire. Il n'y avait ni corps, ni confirmation, ni point final. Les contacts avec la police se firent moins fréquents, sans pour autant disparaître complètement. Tous les quelques mois, parfois chaque année, un inspecteur appelait pour confirmer qu'il n'y avait aucun nouveau développement. Chaque appel suivait le même schéma: des excuses, des assurances, puis le silence. Le système n'était pas conçu pour maintenir un élan émotionnel sans preuve, et sans preuve, l'affaire de Nikki restait suspendue dans l'incertitude. Ces affaires furent finalement emballées. L'appartement fut vidé. La vie qu'elle s'était construite fut réduite à des cartons portant son nom, entreposés dans des endroits où personne ne voulait regarder de trop près. Chaque objet portait un poids. Chaque objet posait une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Au fil des ans, Internet a évolué. Craigslist s'est développé. Les archives numériques sont devenues plus détaillées. Le suivi des téléphones portables s'est amélioré. Des caméras de surveillance sont apparues au coin des rues et sur les devantures des magasins. Lentement, les outils qui auraient pu changer le cours de l'affaire Nikki en 2001 sont devenus monnaie courante. Mais la technologie ne pouvait pas remonter le temps. Elle ne pouvait que souligner tout ce qui avait manqué. Au sein du département de police, le dossier de Nikki rejoignit une archive grandissante de disparitions non résolues de l'ère primitive d'Internet. Des affaires définies par des lacunes, plutôt que par des faits, des adultes disparus qui s'étaient glissés entre les mailles d'un filet procédural créé par des présomptions dépassées et des outils limités. Parfois, un nouvel inspecteur tombait sur son nom. Il lisait le dossier avec un regard neuf, libéré des hypothèses qui avaient guidé l'enquête initiale. Certains s'attardaient plus que d'autres, attirés par la simplicité du début et l'absence totale de résolution. Une annonce sur Craigslist, un propriétaire coopératif, une femme qui s'était volatilisée sans laisser de traces. La plupart du temps, rien n'en résultait. Mais au milieu des années 2010, quelque chose a changé. Les unités des affaires classées prenaient de l'ampleur, portées par les progrès de la science médico-légale et une nouvelle pression publique pour réexaminer les disparitions non résolues. Les inspecteurs étaient encouragés à regarder à nouveau, non seulement les preuves, mais aussi les décisions, ce qui n'avait pas été fait, ce qui avait été négligé. L'affaire Nikki Bacolas fut sélectionnée pour un réexamen. Les nouveaux inspecteurs ne s'attendaient pas à des miracles. Ils comprenaient les limites. Les souvenirs s'estompent. Les témoins déménagent ou décèdent. Les preuves matérielles
se dégradent ou disparaissent complètement. Mais il croyait que des schémas pouvaient encore être trouvés, surtout lorsqu'ils étaient vus à travers un prisme moderne. Ils commencèrent par le début. Ils relurent chaque rapport, chaque note, chaque résumé d'interrogatoire. Ils portèrent une attention particulière à ce qui manquait. Non seulement les preuves, mais aussi les suivis, les questions posées une seule fois et jamais réitérées, les suppositions qui s'étaient solidifiées en fait simplement parce qu'elles n'avaient jamais été remises en question. L'annonce Craigslist refit surface comme point d'intérêt central, tout comme des années auparavant. L'homme qui l'avait postée vivait toujours dans la même maison. Ce seul fait attira l'attention. Les gens déménagent souvent, surtout après un examen minutieux, surtout après des tragédies. Mais lui était resté. Même adresse, mêmes habitudes. La stabilité qui avait autrefois joué en sa faveur semblait désormais inhabituelle. Pas incriminante, juste notable. Les inspecteurs consultèrent les registres de propriété. Ils découvrirent qu'au cours des années suivant la disparition de Nikki, le propriétaire avait déposé des permis pour plusieurs rénovations. Rien d'extrême. Des travaux au sous-sol, une mise à jour des sols, des améliorations structurelles. Chacun approuvé, chacun achevé légalement. À l'époque, personne n'avait fait le lien entre ces changements et l'affaire. Maintenant, ils étaient réexaminés avec un intérêt prudent. Les rénovations du sous-sol, en particulier, se démarquaient. Le calendrier correspondait de près à la période suivant la disparition de Nikki. Les descriptions étaient vagues, mais cohérentes. Travaux de béton, renforcement, scellement. Encore une fois, rien de tout cela n'était illégal. De nombreux propriétaires améliorent leur sous-sol, mais les enquêteurs avaient appris que les schémas se cachaient souvent dans un comportement ordinaire. Ils parlèrent aux voisins. La plupart se souvenaient de peu de choses. 18 ans, c'est long, mais certains se rappelèrent des bruits de construction, de longues périodes de travaux, des entrepreneurs qui allaient et venaient. Rien de dramatique, rien d'assez alarmant pour être signalé à l'époque. Pourtant, ces souvenirs furent documentés, ajoutés à une liste croissante de petits détails qui, pris séparément, signifiaient peu de choses. Ensemble, ils commençaient à former une silhouette. Les inspecteurs revisitèrent également les anciennes plaintes du voisinage, les rapports de bruit, les différents mineurs, quelques appels anonymes au fil des ans, mentionnant des horaires étranges ou des nuisances prolongées pendant les périodes de rénovation. Tout avait été classé comme routine à l'époque. Maintenant, ils étaient lus avec un état d'esprit différent. Le plus grand obstacle restait le même qu'en 2001, pas de corps. Sans reste, les procureurs hésitaient à poursuivre au-delà d'une enquête préliminaire. Le propriétaire n'avait jamais été inculpé. Il n'avait jamais avoué. Il ne s'était jamais contredit d'une manière qui puisse résister à un examen approfondi. La suspicion, aussi forte soit-elle, n'était pas suffisante. Mais la suspicion avait grandi. Les inspecteurs comparèrent l'affaire de Nikki à d'autres, des disparitions liées à des annonces en ligne, des femmes disparues ayant répondu à des offres similaires. Ils ne trouvèrent aucun lien direct, mais le contexte plus large renforçait une possibilité troublante. Les débuts d'Internet avaient créé des opportunités pour que les gens se rencontrent sans témoins, sans surveillance et sans archives fiables. La disparition de Nikki ne semblait plus isolée. Elle semblait emblématique. La révision de l'affaire fut lente et délibérée. Chaque étape devait être justifiée.
Chaque requête devait être formulée avec soin. Ils n'essayaient plus de prouver ce qui s'était passé. Ils essayaient de prouver qu'il valait la peine de regarder à nouveau. Le propriétaire fut de nouveau interrogé. Il était plus âgé maintenant, grisonnant. Mais son histoire n'avait pas changé. Il maintenait que Nikki n'était jamais arrivé. Il exprimait sa sympathie pour sa famille. Il répondait aux questions avec le même calme noté des années plus tôt. Rien de ce qu'il disait ne pouvait être réfuté. Pourtant, les inspecteurs remarquèrent quelque chose de subtil. Sa certitude qu'elle n'était jamais arrivée était absolue, non pas prudente ou nuancée, mais absolue. Après 18 ans, les souvenirs s'adoucissent généralement. Le doute s'insinue. Les gens remettent en question les chronologies. Pas lui. Sa version restait figée, intacte par le temps. Pourtant, ce n'était pas une preuve. Ce qui a finalement changé la direction de l'affaire ne fut ni un aveu, ni un témoin. Ce fut la paperasse. Un réexamen des permis révéla des divergences entre ce qui avait été approuvé et ce qui avait été achevé. Des incohérences mineures, suffisantes pour soulever des questions, mais pas assez pour agir. Mais cela donna aux enquêteurs quelque chose de tangible. Une raison de regarder de plus près. Une raison de demander un accès qui ne leur avait jamais été accordé auparavant. Ils commencèrent à se préparer discrètement. Pas d'annonce, pas d'implication des médias. Ils comprenaient les enjeux. S'ils avaient tort, ils auraient soumis un homme innocent à une surveillance intrusive après près de 2 décennies. S'ils avaient raison, ils se tenaient au-dessus de réponses qui avaient été cachées à la vue de tous. Pour la famille de Nikki, cette attention renouvelée rouvrit des blessures avec lesquelles ils avaient appris à vivre. L'espoir revint prudemment, mêlé de peur. Ils étaient déjà passés par là, brièvement portés par des promesses qui n'avaient mené nulle part. Mais cette fois, cela semblait différent. Les questions étaient plus pointues, l'objectif plus précis. La maison qui avait toujours plané en marge de l'histoire était enfin ramenée au centre. À la fin de 2018, les enquêteurs étaient plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Bien qu'il leur manquât encore la seule chose qui comptait le plus, la preuve. La vérité sur Nikki Bacolas était restée intacte pendant 18 ans, protégée par le temps, la légalité et le silence. Mais maintenant, avec des outils modernes, une détermination renouvelée et une pile croissante de détails négligés, ce silence commençait à se fissurer. Et sous la surface d'une maison qui n'avait jamais été fouillée, des réponses attendaient, scellées sous des couches que personne n'avait pensé à questionner jusqu'à présent. Début 2019, près de 18 ans après la disparition de Nikki Bacolas, la maison qui avait discrètement plané en marge de son affaire est revenue au centre de l'attention pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec elle. Ce ne fut ni un aveu, ni un tuyau, ni même une avancée dans l'affaire classée. C'est une affaire judiciaire sans rapport qui ramena la police à la même adresse, cette fois avec une autorité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Le propriétaire faisait l'objet d'une enquête pour un problème distinct qui nécessitait une perquisition légale de la propriété. En soi, cela n'avait aucun lien avec la disparition de Nikki, mais pour les inspecteurs qui avaient passé des années à tourner autour de cette maison à distance, elle représentait une chose rare, l'accès. Pour la première fois depuis 2001, la police était légalement autorisée à entrer avec un objectif précis. Le mandat était spécifique, mais il ouvrait une porte qui était restée fermée pendant près de 2 décennies.
Les inspecteurs qui avaient réexaminé l'affaire de Nikki suivirent de près, conscients de la fragilité du moment. Il n'y avait aucune garantie. Ils avaient appris à ne pas s'attendre à des réponses spectaculaires. Pourtant, le poids de l'histoire entourant cette adresse était impossible à ignorer. La maison semblait ordinaire. Elle était bien entretenue, calme. Rien en elle ne suggérait la violence ou le chaos. Tandis que les agents se déplaçaient dans les pièces, ils documentaient tout méthodiquement. Les murs, les sols, les zones de rangement. Chaque espace reflétait des années de vie normale. L'absence de preuves évidentes n'était pas surprenante. Si quelque chose s'était passé ici en 2001, cela avait été dissimulé délibérément et avec soin. L'attention se tourna vers le sous-sol. Il avait toujours été le point de spéculation silencieuse, non pas parce que les sous-sols sont intrinsèquement suspects, mais à cause de ce que les enquêteurs avaient appris avec le temps. Des permis de rénovation, des travaux de béton, des changements structurels achevés peu après la disparition de Nikki. À l'époque, ces détails n'avaient rien signifié. Maintenant, ils étaient impossibles à ignorer. Le sol du sous-sol était en béton solide, propre, fini. En surface, il paraissait banal, mais les enquêteurs avaient appris que les surfaces ne racontent qu'une partie de l'histoire. Un géoradar fut utilisé, un outil indisponible lors de l'enquête initiale. Le processus fut lent et précis. Les techniciens déplacèrent l'équipement avec précaution sur le sol, cartographiant ce qui se trouvait en dessous sans briser la surface. Pendant plusieurs minutes, rien d'inhabituel n'apparut. Des lectures plates, une densité uniforme. Puis, le signal changea. Le radar détecta des anomalies sous une section de la dalle, de subtiles incohérences dans la densité du sol en dessous. Rien de définitif, rien de spectaculaire, mais assez irrégulier pour justifier une attention plus poussée. Le genre de signal qui suggérait que le sol avait été remué puis scellé à nouveau. Les enquêteurs échangèrent un regard. Après 18 ans de silence, quelque chose sous leurs pieds se mettait enfin à parler. La décision d'excaver ne fut pas prise à la légère. Chaque étape devait être justifiée, documentée et juridiquement solide. Casser une dalle de béton était irréversible. S'il se trompait, il n'y aurait aucun moyen de revenir en arrière. Mais les données étaient suffisamment claires pour aller de l'avant. Le béton fut découpé et retiré avec soin. La poussière emplit l'air tandis que la dalle cédait la place à la terre en dessous. L'odeur changea, subtile d'abord, puis indubitable pour ceux qui l'avaient déjà rencontrée. L'odeur de la décomposition, longtemps enfouie, ne s'annonce pas bruyamment. Elle persiste, lourde et sans équivoque, portant avec elle une vérité qui ne peut être ignorée. Des restes humains furent découverts sous le plancher. L'instant fut silencieux. Il n'y eut ni célébration, ni sentiment de triomphe, seulement une quiétude, tandis que les enquêteurs se tenaient au-dessus de ce qu'ils avaient cherché et craint de trouver pendant près de 2 décennies. Les restes étaient fragiles, incomplets, altérés par le temps et la pression. Mais ils étaient indéniablement humains. Des experts en médecine légale furent immédiatement appelés. La zone fut sécurisée. L'excavation se poursuivit dans des conditions contrôlées. À mesure que le site d'enfouissement se révélait, d'autres objets apparurent. Des fragments de vêtements, des effets personnels, des objets qui avaient appartenu à une personne vivante
et avaient été délibérément placés là où personne ne devait les trouver. Parmi ces objets se trouvaient des éléments d'identification qui liaient directement les restes à Niki Bacolas. Il n'y avait aucune ambiguïté. La preuve était concluante. Après 18 ans d'incertitude, la question de savoir où était passé Niki avait trouvé sa réponse. Elle n'avait jamais quitté cette maison. Les restes furent soigneusement récupérés et transportés pour analyse. Chaque fragment fut documenté, chaque objet catalogué. Les équipes médico-légales travaillèrent méticuleusement, comprenant le poids de ce qu'elles manipulaient. Ce n'était plus une affaire de personnes disparues. C'était une enquête pour homicide qui avait été retardée par le temps, pas par l'absence. La nouvelle parvint lentement à la famille de Niki. Lorsqu'on leur annonça que des restes avaient été trouvés, les mots tombèrent lourdement, anéantissant le fragile espoir qui avait survécu pendant des années. Mais à côté du deuil, vint autre chose, la certitude. Une vérité douloureuse et tangible après près de 2 décennies à ne pas savoir. Il n'aurait plus à se demander si elle était encore en vie quelque part, plus de questions sans réponse sur l'endroit où elle était allée. La vérité, enterrée sous le béton, avait enfin refait surface. Le propriétaire fut placé en garde à vue. La coopération calme qui l'avait autrefois protégé de la suspicion n'avait plus d'importance. Les preuves sous le sol de son sous-sol parlaient plus fort que tout ce qu'il pouvait dire. Son insistance sur le fait que Niki n'était jamais arrivé s'effondra sous le poids de ce qui avait été trouvé juste en dessous de l'endroit où il avait vécu pendant des années. Pour les enquêteurs, la découverte était à la fois une justification et un bilan. Ils revoyaient les premiers jours de l'affaire avec une nouvelle clarté. Les moments où ils s'étaient tenus devant cette même maison sans l'autorité d'y entrer. Les décisions qui avaient été prises sur la base des informations disponibles à l'époque. Il était impossible de ne pas se poser la question qui hantait toutes les personnes impliquées. Et si cette fouille avait eu lieu plus tôt? Mais cette question n'avait pas de réponse qui puisse changer le résultat. Elle ne faisait que souligner à quel point le temps, la loi et la technologie avaient façonné le cours de l'enquête. L'analyse médico-légale se poursuivit dans les semaines qui suivirent. Les spécialistes s'efforcèrent de déterminer la cause du décès, la chronologie et les circonstances avec autant de précision que possible malgré le temps écoulé. Les conclusions confirmèrent ce que les inspecteurs avaient commencé à comprendre. Niki était morte peu de temps après être entrée dans cette maison en 2001. Son corps avait été dissimulé délibérément, scellé sous des couches destinées à empêcher toute découverte. Chaque conclusion rapprochait l'histoire de son terme, mais la rendait aussi plus pesante. Le sous-sol, qui avait semblé être une partie ordinaire d'une maison tranquille, était désormais le centre d'un crime resté impuni pendant 18 ans. Le sol en béton, installé légalement et sans suspicion, était devenu la barrière entre la vérité et la justice. Alors que l'enquête s'orientait vers des poursuites judiciaires, le récit passa de la question de savoir où était passé Niki à ce qui lui était arrivé, et pourquoi il avait fallu si longtemps pour le découvrir. Les inspecteurs se préparèrent à reconstituer ces dernières heures, pièce par pièce, en utilisant les preuves médico-légales, les chronologies et les détails qui avaient été négligés pendant près de 2 décennies. Pour Niki Bacolas, le silence était enfin rompu. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car la découverte de ces restes ne répondait qu'à une seule question.
La suivante, bien plus difficile, demeurait. Comment ces derniers instants s'étaient-ils déroulés exactement à l'intérieur de cette maison? Et à quoi ressemblerait la justice après tant d'années d'attente? Le travail de la police scientifique commença discrètement, sans spectacle, dans des pièces bien éloignées de la maison où Nikki Bacolas avait disparu près de 18 ans plus tôt. Ce dont les enquêteurs avaient besoin maintenant, ce n'était pas d'émotion ou de souvenirs, mais de clarté. Des fragments d'os furent examinés, des échantillons de terre analysés, des fibres de vêtements répertoriées. Chaque détail comptait, car le temps avait déjà tant pris. Les résultats n'arrivèrent pas tous en même temps. Ils vinrent par bribes, chacune réduisant l'espace où l'incertitude avait vécu pendant près de 2 décennies. Les restes correspondaient à une femme de la tranche d'âge de Nikki. Les dossiers dentaires confirmèrent ce que tout le monde craignait déjà, mais avait besoin de savoir avec certitude. L'identité n'était plus en question. Nikki Bacolas avait été retrouvée. Établir la cause du décès fut plus difficile. Le temps avait effacé de nombreux marqueurs sur lesquels les équipes médico-légales s'appuient. Les tissus mous avaient disparu. Les blessures qui auraient pu raconter une histoire plus claire n'étaient plus visibles. Mais l'absence aussi pouvait parler. Les schémas de fracture, la position, la manière dont les restes avaient été placés sous le béton, tout suggérait la violence, pas l'accident, l'intention, pas le hasard. Les enquêteurs conclurent que Nikki était morte peu après son arrivée à la maison en 2001. Rien n'indiquait qu'elle était partie une fois entrée, aucune trace de captivité prolongée ou de déplacement ailleurs. Ces derniers instants s'étaient déroulés entre ces murs, sans être vus ni entendus, tandis que le reste du monde continuait, ignorant tout. Avec cette certitude, l'affaire changea de nature. Ce qui avait été considéré comme une disparition fut désormais officiellement reconnu comme un homicide. Le langage juridique changea. Le poids changea. L'attention se tourna entièrement vers la responsabilité. Le propriétaire fut arrêté sans cérémonie. Il n'y eut pas de scène dramatique, pas de résistance. Il fut placé en garde à vue comme il avait vécu pendant des années, tranquillement, sans attirer l'attention. Pour les inspecteurs, ce moment portait une étrange dissonance. Ils avaient imaginé ce jour de nombreuses fois, mais se retrouver face à l'homme qu'ils soupçonnaient depuis si longtemps ressemblait moins à une victoire qu'à une confrontation avec le temps lui-même. Pendant son interrogatoire, il garda son sang-froid. Il n'offrit pas d'aveu détaillé. Il ne s'effondra pas de manière spectaculaire. Au lieu de cela, il s'appuya sur la même stratégie qui l'avait servi depuis 2001. Des réponses minimales, des mots soigneusement choisis, le silence là où c'était le plus important. Mais l'épreuve n'exigeait plus sa coopération. La chronologie médico-légale contredisait son affirmation de longue date selon laquelle Nikki n'était jamais arrivée. L'emplacement des restes, les objets personnels retrouvés, le calendrier des rénovations, tout convergeait vers un récit qui ne pouvait plus être écarté comme une simple coïncidence. Les procureurs l'exposèrent méthodiquement, montrant comment chaque pièce s'emboîtait dans un tableau plus large qui avait été caché à la vue de tous. La maison elle-même devint un témoin silencieux. Les enquêteurs reconstituèrent les dernières heures de Nikki sur la base de ce qui était connu. Elle était arrivée en s'attendant à un travail court, un environnement sûr, un simple échange de services contre de l'argent.
Ce qui suivit fut rapide et définitif. La reconstitution n'était pas graphique, mais elle était précise, fondée sur des preuves plutôt que sur des spéculations. Il n'était pas nécessaire d'imaginer des extrêmes. Les faits étaient suffisamment dévastateurs. Pour la famille de Nikki, le processus judiciaire rouvrit des blessures qu'ils avaient appris à porter en silence. Ils assistèrent à des réunions d'information. Ils écoutèrent des professionnels parler sur un ton mesuré de leur fille, leur sœur, leur amie. Ils entendirent des détails qu'ils avaient attendu des années à connaître et d'autres qu'ils auraient souhaité ne jamais savoir. Le chagrin refit surface avec une clarté poignante que le temps n'avait plus le pouvoir d'estomper. Mais à ses côtés naissait un sentiment qu'ils n'avaient pas éprouvé depuis très longtemps: la résolution. L'affaire fut officiellement classée en 2019. Ces mots pesaient lourd. Ils marquaient la fin d'une enquête qui s'était étendue sur près de 2 décennies, traversant les générations au sein du service et survivant à des changements radicaux de technologie et de procédures. Pour les forces de l'ordre, c'était un succès qui se mesurait non pas en rapidité, mais en persévérance. Pour la famille de Nikki, c'était la fin de l'attente. Pourtant, clore le dossier ne signifiait pas trouver la paix. Il leur fallait désormais vivre avec cette vérité. La réponse avait été si proche pendant si longtemps. Nikki était là, sous cette maison, tandis qu'au-dessus d'elle, les saisons passaient, que les voisins allaient et venaient, que les fêtes se succédaient, que la vie continuait autour d'un secret scellé sous le béton. Les enquêteurs aussi étaient en proie à cette prise de conscience. Ils réexaminèrent l'affaire en interne, non pour trouver des coupables, mais pour comprendre les premières décisions, les limites de l'époque, les seuils légaux qui, en protégeant les droits, avaient retardé la justice. Ils se posèrent la question difficile: combien d'autres affaires de cette période attendaient encore sous de semblables couches de silence? Nikki Bacolas devint plus qu'une affaire résolue. Elle devint une référence, un rappel de la discrétion avec laquelle la violence peut frapper et de la facilité avec laquelle elle se dissimule lorsque les systèmes ne sont pas encore équipés pour la déceler. Le propriétaire de la maison fut condamné sur la base du poids des preuves et non des mots. Nul aveu spectaculaire pour servir de point d'ancrage au récit. À la place, il y avait quelque chose de plus troublant. Un crime qui ne reposait pas sur le chaos ou l'imprudence, mais sur la patience, le calcul et l'assurance que personne ne regarderait jamais d'assez près. Pendant près de 18 ans, cette assurance avait porté ses fruits. Le caractère définitif de la condamnation n'effaçait pas les années que la famille de Nikki avait perdues. Il ne ramenait pas les moments qu'elle avait manqués. Il ne répondait pas à toutes les questions qui persistaient dans le silence de la nuit. Mais il accomplissait une chose essentielle. Il reconnaissait la vérité. Nikki Bacolas n'avait pas disparu par choix. Elle n'avait pas tourné le dos à sa vie. On la lui avait arrachée, puis on l'avait cachée d'une manière qui faisait du temps lui-même un complice. Alors que l'histoire disparaissait des gros titres, la maison changea de main. Des rénovations effacèrent les traces visibles de la découverte. La vie reprit ses droits dans cet espace. Des enfants jouaient dans la rue. Des voitures se garaient dans l'allée. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quelle autre maison. Mais ceux qui connaissaient l'affaire savaient que certains lieux conservent un poids, bien après que les preuves ont été enlevées. Pour les inspecteurs qui avaient travaillé sur le dossier,
le nom de Nikki resta gravé dans leur mémoire. Il revenait dans les discussions de formation, dans les conversations à voix basse sur les affaires non élucidées, comme un rappel de l'importance de la persévérance, même lorsque les pistes s'épuisent. Son histoire devint une leçon, transmise à ceux qui hériteraient d'autres dossiers en suspens. Et pour sa famille, le dernier chapitre ne s'écrivit pas dans un prétoire, mais dans l'intimité, dans la certitude que l'histoire de Nikki ne se terminerait plus par un point d'interrogation, dans l'assurance qu'elle n'avait pas été oubliée, même quand le monde semblait être passé à autre chose. La vérité sur Nikki Bacolas avait été enterrée à quelques mètres à peine sous le sol d'une cave, protégée par le béton, la paperasse et le temps. Elle avait attendu, à travers des années de silence, les visages changeants et les souvenirs qui s'estompent jusqu'au moment où la terre elle-même finit par rendre ce qu'elle gardait. 18 ans, c'est long pour attendre des réponses. Mais à la fin, la vérité fit ce qu'elle fait toujours. Elle remonta à la surface.